Au départ, en septembre 2010, moi je travaillais pour un collaboratif en fait, les plus grands bailleurs de fonds privés, les fondations philanthropiques qui travaillent et qui ont travaillé depuis longtemps sur les questions de transparence, de participation publique et de redevabilité et donc de lutte contre la corruption. Et on a été contacté, à l'époque, on avait été contacté par l'équipe du président Obama. Donc là, on se trouve à peu près un an et demi dans le premier mandat du président Obama. Moi, j'étais basé à Londres. C'est un collaboratif international qui regroupait à l'époque la fondation Ford, Hewlett, le réseau Midyar, Open Society Foundations, DFID, qui est l'équivalent de l'AFT en Grande-Bretagne, Hivos, qui est une fondation hollandaise, et deux ONG, International Budget Partnership, et une ONG qui à l'époque s'appelait Revenue Watch Institute. Donc on continue l'histoire, alors vous avez été contacté Donc en fait, on a été contacté par la Maison-Blanche qui nous ont dit jetez un coup d'œil sur le discours que le président Obama donnera à l'Assemblée générale des Nations Unies, fin septembre 2010. On essaye de travailler sur un projet international sur la bonne gouvernance, la transparence, la redevabilité. Donc, le jour de son discours, en septembre 2010, il y avait donc un paragraphe disant « J'appelle les gouvernements du monde qui s'intéressent aux questions de transparence, de redevabilité, de participation publique et aussi à l'essor des nouvelles technologies qui permettent aux citoyens de s'engager de manière plus intense dans la gouvernance. Donc j'appelle ces gouvernements à revenir aux Nations Unies en septembre 2011 avec des réformes innovatives et des idées pour qu'on puisse ensemble créer une nouvelle coalition. Donc, au départ, l'idée toute simple, c'était ça. Et nous, on a été contactés quelques jours après pour aider à co-créer cette entreprise. Et l'idée, c'était de créer un partenariat public-privé, un petit peu, avec un gouvernement et différents organismes, vraiment pour une raison très simple, c'est que nous, depuis longtemps, on aidait à subventionner la société civile dans ces différents pays à travers le monde. Donc on parle 35, 40, 45 différents pays. On connaissait bien les acteurs. Et donc la première chose que j'ai faite, c'était ma vie pendant 2 mois à l'automne 2010, c'était de me mettre en contact avec des centaines d'ONG, d'organisations de société civile dans des dizaines et des douzaines de pays à travers le monde pour vraiment comprendre qui étaient les acteurs de société civile qui étaient les plus innovants et qui faisaient les choses les plus intéressantes, qui étaient les acteurs au sein des gouvernements qui faisaient des réformes intéressantes et comment on pourrait créer une coalition internationale sur ces thèmes-là. Ça a tout de suite répondu présent ? Ça a tout de suite répondu présent. Le pouvoir en fait assez phénoménal du président des États-Unis. Donc en fait, c'est ce que les Américains appellent le bully pulpit. C'est le pouvoir de la présidence. Donc en fait, en grande partie, ça a répondu présent à cause de ça. Et je pense que ça a aussi répondu présent parce que notre question pour les gouvernements, c'était une question qui était intéressante à l'époque et toujours aujourd'hui, c'était au sein des gouvernements, il y a toujours des réformateurs. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut identifier ces réformateurs et comment est-ce qu'on peut travailler avec eux et faire en sorte que leur travail au jour le jour soit plus simple. Donc comment est-ce qu'on peut récompenser ces réformateurs ? Donc c'est vraiment ça ce qu'on cherchait. Mais on ne vous a pas perçu comme un instrument de la Maison-Blanche, comme en mission commandée de la part de l'administration américaine qui, une fois de plus, voudrait en quelque sorte prendre la main à niveau international ? C'est difficile à dire. Moi, personnellement, je ne pense pas à l'époque. Toujours est-il, par les faits, on a rassemblé un groupe de société civile et de gouvernement à un premier meeting à Washington en janvier 2011. Et je pense que ce qui s'est passé là, c'était la magie vraiment du partenariat pour un gouvernement ouvert. On avait l'Indonésie, on avait l'Afrique du Sud, on avait le Brésil, le Mexique, un nombre assez important de pays, on avait 8 ou 9 pays à peu près, et le même nombre d'organisations de société civile. Et ce qui s'est passé tout de suite, c'était des échanges. Donc nous, on a fait, je me souviens, le représentant indonésien parlait de projets qu'ils avaient fait pour la reconstruction à Banda Aceh après le tsunami, en disant pour pouvoir vérifier que la reconstruction s'était faite et que les maisons étaient reconstruites, on avait donné des informations aux citoyens et aux organisations caritatives pour qu'eux voient ce qui s'est passé ou disent au gouvernement si les maisons étaient reconstruites ou pas. Donc ça, c'était intéressant. Et je pense que dans ce premier meeting-là, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait une reconnaissance que les États-Unis et d'autres pays occidentaux n'avaient pas et n'ont pas le monopole de ces innovations. Donc il y a des innovations phénoménales au Brésil quand on parle de transparence budgétaire qu'on ne fait pas du tout, par exemple, en Europe occidentale. Je pense que c'est ça qui a vraiment créé l'OGP. Et ce qui s'est passé
après ce meeting-là, et en partie c'est la réponse à votre question, c'est qu'on a décidé que le partenariat aurait une coprésidence des gouvernements et ensuite une coprésidence de la société civile. Il était tout de suite coprésidé par le Brésil et par les États-Unis. Donc c'était une idée au départ, c'est vrai, qui est venue de la Maison-Blanche, mais très rapidement, parce que c'était une bonne idée, c'est une idée qui a été empruntée et qui a été adoptée par d'autres pays et par d'autres organisations de société civile. Et la France, elle était rétive à ce moment-là? Est-ce qu'elle voulait, ne serait-ce que d'un point de vue diplomatique, politique, montrer que non, pas tout de suite, je sais pas. Il faudrait en parler directement au gouvernement français de l'époque. Vous avez eu des réponses, vous avez sollicité des... Vous pouvez pas le dire? Non, c'est pas ça, c'est qu'on a sollicité des réponses de gouvernements. Je crois qu'on avait 44 différents gouvernements dedans. Et pour vous parler franchement, des 44 gouvernements, de savoir exactement pourquoi on a eu les 9 gouvernements à l'époque qui sont venus au meeting en janvier 2011, ça, c'était pas moi qui m'en suis occupé. Vous êtes français, non? Donc, oui. Non, Donc, parce que ça paraît curieux quand même que la France, pas pionnière, mais qui sait faire quand même en la matière, qui s'y intéresse. Alors, il peut y avoir beaucoup de communication politique, mais malgré tout, qu'elle ait mis aussi longtemps à s'investir dans ce partenariat. c'est pas si long quand même. On a la vie du PGO. On l'a commencé en septembre 2011, donc maintenant on se trouve en décembre 2016, donc à peine 5 ans. La France est maintenant coprésidente et la France a rejoint le PGO en 2014, donc relativement peu de temps après. Et la question, c'est que la France a rejoint le PGO et très rapidement a rejoint le comité de direction du PGO et ensuite très rapidement a coprésidé le PGO. Donc je pense que ce n'est pas forcément une question de qui était là en premier, c'est plutôt qui prend des positions de leadership dans l'organisation. Et c'est ce que la France fait et je trouve ça super.